dans l'application de la loi, le juge qui a le pouvoir décisionnel n'est en principe soumis qu'à l'autorité de sa conscience et à l'autorité de la loi. Maintenant, on peut améliorer les conditions permettant une indépendance plus effective de la justice, par exemple en revoyant les rapports de hiérarchie au sein du parquet. Hiérarchie verticale entre différents parquets et hiérarchie horizontale à l'intérieur d'un même parquet. On peut peut-être, du point de vue institutionnel, revoir ce rapport de hiérarchie allant du garde des Sceaux au procureur de la République. Comment ça? Donc la question de l'indépendance de la justice sera toujours entière, si je vous écoute bien. Elle sera toujours entière. On n'aura jamais de réponse ni de solution à ça. Ben, si il est possible d'envisager une réforme tendant à couper ou au moins à alléger le lien ombilical entre le garde des Sceaux et le parquet. Mais il y a aussi des principes qu'il faut rappeler. C'est que dans le pouvoir judiciaire, il y a une règle, la règle de l'opportunité des poursuites, qui relève des attributions du parquet. Oui. Ça aussi, c'est un fait. C'est un fait. Absolument. Alors le fait aussi qu'il faudrait noter, c'est un peu ces affaires politico-judiciaires. Ça, peut-être que tantôt, vous avez séparé ce chamboulement ou ce jeu de chaises musicales par rapport à ces procès politico-judiciaires. Et là, je veux parler de l'affaire Sweet Beauté, je veux parler des recours le recours sur l'ordonnance de renvoi avec l'exception d'inconstitutionnalité finalement rejetée, et les avocats de Sonko qui vont faire un pouvoir en cassation. Oui. La méthodologie, elle est bien notée. Oui. C'est normalement comme ça que ça devrait se faire. Ben, la procédure, elle est en cours. Le juge d'instruction, il a rendu une ordonnance de renvoi devant les chambres criminelles. Les avocats peuvent critiquer cette ordonnance-là, mais avec des chances de succès qui me paraissent très très ténues. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a la loi, c'est-à-dire que l'ordonnance de renvoi peut être critiquée par le parquet et par la partie civile. Lorsque la critique émane de l'inculpé, cette critique-là, en principe, elle est irrecevable, et ce qui a été jugé jusqu'ici. En attendant la suite donnée au pourvoi en cassation, ce qu'on doit retenir, c'est que le recours, il a été déclaré irrecevable. Et là, on peut dire que, en fait, la stratégie, elle vous paraît comment? Quelle stratégie? La stratégie des avocats de M. Sonko. Ben, moi, je ne fais pas partie de ces avocats-là, et donc il n'est pas dans mon rôle de déterminer une stratégie. Ce que je dis, c'est qu'en tant que personne impliquée, cette personne a le droit d'utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour sa défense. Et vous ne sentez pas la main de l'exécutif dans cette histoire de Sweet Beauté, non? Ça, je ne sais pas. Parce que le concerné par le complot. Je ne sais pas, mais l'affaire initiale découle d'une plainte faisant suite à des soins prodigués à l'intérieur de cet établissement-là. Ça, c'est un fait constant. Le fait qui est constant, et moi je me limite à ces faits constants-là, c'est-à-dire des faits qui ne peuvent pas être contestés, c'est que des soins de santé, entre guillemets, ont été prodigués dans cet établissement. Des soins de santé? Des soins de santé, pour guérir ou au moins soulager un mal de dos. Ça, c'est constant. Oui.
Et c'est à la suite qu'une plainte a été déposée pour viol, etc. Maintenant, la personne mise en cause prétend qu'il s'agit d'un complot. Je pense qu'il ne faut pas qu'on arrive à dénaturer l'affaire initiale pour faire non plus le procès du viol, mais faire le procès d'un complot. Parce qu'il y a un changement radical de paradigme là. Initialement, il s'est agi d'une plainte. À titre principal, c'est le procès de cette plainte-là qu'il faut faire. Oui. Lorsque pour sa défense, le mis en cause allègue un complot, on peut peut-être faire le procès de ce complot-là, mais il ne faut pas que le procès de ce complot-là se substitue au procès lié à la plainte pour viol. Absolument. Et c'est pas Modi, c'est Modi Gadiaga, professeur de droit, qui le dit. Mesdames et messieurs, juste une courte pause et nous revenons dans une poignée de secondes. Kalinex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé. Am na couche ultra absorbante, lingette, poudre talc. Am na crème, huile, eau de toilette, ba ci gel shampoing. Kalinex, mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée en gel intime et protège-slip. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours Toute la vérité, votre émission sur la Sen TV. Et je rappelle que nous recevons Modi Gadiaga, professeur de droit à la retraite. Il a tenté de nous dire, mais on sait que la matière grise n'est jamais à la retraite tant que nous sommes vivants. Permettez-moi de philosopher aussi, hein, professeur. Alors c'est important. Alors, tantôt vous disiez, professeur, qu'il ne faudrait pas qu'on change de paradigme par rapport à justement cette histoire de Sweet Beauté. Oui. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair? Ben, un peu plus clair, moi, je parle de ce que j'ai sous la main. Une plainte a été déposée, des poursuites ont été exercées et le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant les chambres criminelles. Alors, moi, ce que je peux faire observer, c'est qu'il me paraît difficile à n'importe quel juge d'instruction de prendre la responsabilité de rendre une ordonnance de renvoi avec une qualification criminelle lorsqu'il n'a pas des éléments solides à charge contre la personne poursuivie. Et le certificat médical tant évoqué pour justifier le fait qu'il ne devrait plus y avoir de poursuite, il faut dire que ce certificat médical-là, en tant que rapport d'expertise, ne vaut qu'à titre de renseignement. Qu'à titre de renseignement. Qu'à titre de renseignement. L'expert, ce n'est pas lui le juge. Ce n'est pas à lui de décider de l'existence, de l'exercice de poursuite ou non. Ce n'est pas à lui de décider de la liberté ou non de la personne. Ça, ce sont les attributions exclusives du juge. Le rapport d'expertise, quel qu'il soit, ne vaut aux yeux du juge qu'à titre de renseignement. Ça aussi, il faut le préciser. Il ne faut pas qu'on inverse les rôles. L'expert, il fait son rapport, mais quant aux poursuites et quant à la décision de mettre en liberté ou non
cela relève exclusivement des attributions du juge. L'expert n'est pas le juge. L'expert n'est pas le juge. Mais qui a intérêt à travestir un peu les choses dans cette histoire? Moi, je ne vois pas. Là où ça cloche, à votre avis? Je ne vois pas. Il y a un rapport d'expertise qui a la valeur que lui confère la loi et il y a les attributions du juge qu'il exerce. Pas plus, pas moins. Alors, on reste toujours dans l'actualité et l'actualité, c'est ce débat autour de la présidentielle de 2024. Oui. Alors, deuxième quinquennat ou troisième mandat, à quel niveau se situe la science? Alors là, je voudrais faire remarquer que pratiquement dans le débat public sur la question, tous les intervenants se focalisent sur l'article 27, au terme duquel nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est clair. Alors, cette disposition-là, elle est claire et son exégèse ne fait l'objet d'aucune difficulté. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs sans distinction de la durée des mandats qui sont en cause. Et donc, puisqu'il y a un principe, il y a une maxime d'interprétation qui a valeur de principe général du droit, maxime en vertu de laquelle il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas. La loi ne